Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons continuer sur la mécanique quantique relationnelle. Donc nous savons que dans cette interprétation, les propriétés des systèmes, les valeurs, les informations sont liées à la relation entre un observateur et un système. Ce qui veut dire que pour différents observateurs qui effectueraient des mesures sur le système, O1, O2, etc., des observateurs différents, les valeurs, les résultats, tout ça est différent. C'est relatif à la relation et donc à tel ou tel observateur. Ce qui explique que dans cette interprétation, tout est relatif. Ces observateurs peuvent être, par exemple, aussi des systèmes de référence, comme en relativité. En relativité, la relativité nous a habitués à ce que certaines grandeurs soient relatives à l'observateur, telles que les longueurs, les durées, les vitesses, etc. Et en relativité générale, ça va même plus loin, puisque même les positions sont relatives, et on ne peut avoir d'informations qu'à travers des interactions physiques entre objets, comme ici. Donc ici, c'est un peu la même chose, mais on va plus loin, puisqu'on dit que tout, absolument tout, est relatif. Notons que ce n'est pas nécessairement contraignant, car l'analyse doit être basée sur la mécanique quantique, et in fine, celle-ci pourrait dire, oui, mais les masses propres, chaque fois qu'on les mesure, quel que soit l'observateur, on trouve la même valeur, même si tout est relatif, on pourrait avoir la même valeur, de même que par exemple la vitesse de la lumière. Donc, la masse propre et la vitesse de la lumière peuvent rester des invariants à condition qu'on ne pose pas a priori ces grandeurs comme absolues, mais que ce soit une conséquence de la théorie qui est interprétée. Donc la théorie, l'interprétation relationnelle est parfaitement adaptée à une interprétation relativiste de la mécanique quantique, et donc pour la mécanique quantique relativiste. Avoir un formalisme entièrement relativiste est important. Donc il ne suffit pas d'avoir la théorie, mais aussi l'interprétation qui est relativiste. C'est important parce que on en a des besoins, par exemple, dans l'étude de la gravité quantique, où la relativité est incontournable. De nombreux exemples existent en physique où le formalisme relativiste s'avère particulièrement important. Par exemple, en électromagnétisme et en électrodynamique quantique, on peut utiliser la jauge de Coulomb, qui est non relativiste, et qui souvent, pour des phénomènes à basse énergie, simplifie notamment les calculs. Donc il est parfois très utile d'utiliser cette jauge. Mais et elle est strictement identique, du point de vue des résultats expérimentaux, à la jauge de Lorentz, souvent plus compliquée, qui, elle, est relativiste. Mais lorsque l'on passe à des domaines où la relativité devient importante, comme en électrodynamique quantique, avec l'existence de l'antimatière, électron-positron et les interactions qui s'en suivent, travailler avec la jauge de Lorentz s'avère indispensable. Non pas que la théorie est différente, mais seul le formalisme relativiste est alors adapté à décrire ces phénomènes. Un autre exemple est le principe de relativité que nous avons vu dans la série sur la relativité. Nous avons vu qu'on n'est pas obligé de le suivre, c'est le cas de la jauge de Coulomb, mais qu'il est toujours préférable de suivre le principe de relativité pour éviter d'introduire des artefacts qui n'ont pas d'existence physique. Et en gravité quantique, on recherche évidemment des formulations relativistes. Ici, le fait que l'interprétation considère que tout, absolument tout, est relatif, permet une interprétation relativiste, ce qui est un avantage notable. Considérons maintenant l'analyse relationnelle. Comment se passe-t-il? Donc supposons qu'on ait trois systèmes, le système S, un observateur de ce système, et O', un observateur de S et O.
S peut par exemple être un électron qui peut être spin haut ou spin bas. O pourrait être un autre électron ou une LED, disons, qui peut être allumée ou éteinte. Et on veut qu'elle soit allumée si la mesure donne spin haut et éteinte si la mesure donne spin bas. Et O' pourrait être un autre dispositif de mesure ou un expérimentateur qui considère le système électron plus le système qui reflète sa valeur. Donc considérons que O effectue une mesure de S. Dans ce cas-là, le système et l'observateur O sont alors corrélés. Donc on va avoir un état tel que S est spin O et O est allumé. Ou bien le O trouve un électron dans le spin bas et dans ce cas, éteint. Et dans ce cas-là, la lampe s'allume. Par exemple. Et donc, le système a la LED à un état corrélé à l'état de l'électron. Donc, supposons que lors de cette mesure, ce qui est trouvé, c'est un spin O et la lampe reste éteinte. Qu'en est-il de O'? Pour O', qui n'a pas effectué de mesure encore sur S et O, l'état est inconnu. On ne peut pas considérer dans sa relation avec SO que le système est éteint ou allumé, spin haut ou spin bas. Tout est possible. On va considérer que l'initialisation du système, donc avoir un électron avec un spin qui peut être haut ou bas à une chance sur deux par exemple, et le système prête à mesurer le spin, tout ça a été préparé par des mesures préalables. O' sait ce qui se passe. Donc, il a des informations épistémiques sur le phénomène SO. Et donc, il sait qu'après la mesure, les deux sont corrélés. Et donc, SO est dans l'état spin haut éteint plus spin bas allumé. Donc, ici, pour O', il s'agit d'un état superposé, avant qu'il effectue une mesure. Si maintenant O' effectue une mesure, il peut trouver spin haut vers éteint, spin bas vers allumé. Mais on sait que O a observé ce résultat-là. Donc on a besoin d'un critère de consistance qui dit que O' doit forcément obtenir le résultat spin haut, lampe éteinte. Ce critère de consistance doit être ajouté pour que le résultat, l'ensemble, soit cohérent. Donc, il n'y ait pas de contradiction. Il reste un point à explorer, c'est, on a dit, initialement, O', c'est que SO est dans un état superposé, c'est une information épistémique. Pour que cela ait réellement un sens, il faut être sûr qu'il peut avoir ce type d'information. Donc, existe-t-il une manière pour O' de s'assurer qu'au départ, avant qu'il mesure le résultat, SO est bien dans un tel état superposé? Existe-t-il un observable qui y correspond? La réponse est oui. Un tel observable existe. On peut avoir un observable qu'on peut noter C, qui appliqué à spin haut éteint donne spin haut éteint, donc c'est un état propre, qui est appliqué à spin haut allumé donne 0, et à spin bas allumé donne 1, et donc plutôt donne spin bas allumé, et qui à spin bas éteint donne 0. Donc l'application de cet observable à un état superposé
va redonner le même état, donc une valeur propre de 1, sans altérer l'état superposé. Donc, on peut savoir que l'état est superposé si le résultat de cet observable donne la valeur 1, sans mesurer exactement si le spin est haut ou bas. Et donc, un tel observable existe bien. Voilà pour l'interprétation relationnelle. Sans trop aller dans les détails, c'est suffisant. Cette interprétation, qui est une très belle interprétation, semble parfaitement cohérente, elle l'est, et semble ne pas avoir de soucis ou de problèmes. Toutefois, quand on l'examine convenablement, et vis-à-vis des critères que nous avions choisis, il y a tout de même des difficultés. D'abord, nous disons que O effectue une mesure sur S et qu'il trouve spin haut ou spin bas. C'est un événement quantique. Il l'obtient avec une certaine probabilité et donc a un des deux résultats et pas une superposition. Et ça, en fait, c'est le postulat de la réduction de la mécanique quantique. Dans l'interprétation, telle que décrite par Rovelli, par exemple, il ne parle pas de réduction, plutôt il dit l'interprétation relationnelle permet d'expliquer la réduction de ce point de vue. Mais cette réduction et le postulat de probabilité sont introduits from scratch dans la théorie et ne sont pas expliqués. Ce n'est pas une conséquence directe du formalisme sans réduction. Un autre souci, c'est qu'on a besoin d'une base privilégiée. Parce que lorsque on mesure l'état du système S, on obtient soit spin haut, soit spin bas. Parce que c'est ce qu'on mesure. Mais on a vu que, sans décohérence, un appareil ne pouvait pas remplir sa fonction. Et comme on peut choisir n'importe quelle base, a priori, pour l'espace de Hilbert, toutes les combinaisons sont possibles, y compris des états superposés de spin. Et donc, en fait, le système, sans réduction, ne peut pas obtenir de résultat. Donc, il faut bien une base privilégiée pour dire spin haut, spin bas. C'est d'autant plus ennuyant que le système SO peut être microscopique. Par exemple, deux électrons qui diffusent l'un sur l'autre. Et là, avoir une réduction est assez gênant. Ce problème est inévitable dans cette interprétation puisqu'on parle non pas des états, mais plutôt des événements quantiques, comme l'interaction donnant un événement spin haut éteint, ou deux spin haut pour deux électrons, par exemple. Donc, devoir choisir une telle base privilégiée, même pour des systèmes microscopiques, est assez ennuyant. Car il n'y a aucune base qui impose, par exemple, une diffusion de deux électrons. Il n'y a rien qui, dans la physique de cette diffusion, imposerait de devoir choisir une base position ou une base impulsion. Rien n'impose. Un autre souci, c'est le critère de consistance. Ce critère de consistance n'existe pas au départ de l'interprétation. Il est ajouté quand on fait l'analyse relationnelle. O' doit obtenir ça, sinon on aurait des inconsistances. O et O' qui après, par exemple, si O' obtenait allumé, alors que O a obtenu éteint, après en comparant le résultat, ils feraient une drôle de tête parce qu'ils n'ont pas le même résultat pour le même système, la LED. Et donc, on pourrait avoir un souci. Donc il faut ce critère de consistance. Mais d'où vient-il? On pourrait dire le critère de consistance, O', appliqué à O' lorsqu'il fait la mesure, est nécessaire parce que O a mesuré ceci. Oui, mais quand O' fait sa mesure, ou va faire sa mesure, il ne le sait pas. Et les données, les informations sont strictement relationnelles. Pour lui, cette existence n'a pas de sens. Donc, pourquoi interviendrait-elle? Là, on a une incohérence avec l'idée du relationnel pur et dur. Les données pourraient être prédéterminées. L'état contient des variables cachées
qui font qu'on obtiendrait forcément ça. Et donc, ça serait vrai pour O et O'. Mais à nouveau, de telles variables cachées, qui dans l'absolu déterminent le résultat, sont tout à fait dans l'esprit contraire au relationnel, et en plus ne sont pas sans poser problème. On sait que des variables cachées absolues décrivant les états posent des difficultés. Il faut que ça soit contextuel, à cause des théorèmes d'impossibilité. Théorème de Cauchy-Specker, par exemple. Et donc, là, on a un souci, parce que cette relation de consistance met à bas ce principe de relationnel. On pourrait dire peut-être que la question ne se pose même pas au relationnel. Oui, ce critère de consistance est assez surprenant. Peut-être qu'il y a un conflit avec le relationnel, oui, mais en relationnel, on doit interpréter que des relations physiques. Et O' effectue une mesure physique, et on pourrait dire, à ce moment-là, il y a le critère qui intervient. Mais c'est faux, parce que on peut parfaitement envisager ce problème d'un point de vue relationnel. On pourrait avoir un observateur au seconde qui effectue des mesures sur SO et O', mesure les états de corrélation et les résultats. Et il pourrait, lui, s'étonner en disant, tiens, voilà qui est étonnant, les systèmes avant interaction, lui, a obtenu un état, et pour O', il y a juste une interaction où tous les états existent, et les deux ne sont pas liés, c'est à cause de l'aspect relationnel. Et au second, constate ensuite que O' trouve le même résultat. C'est évidemment logique et indispensable, mais même du point de vue de O second, ce serait contraire à une analyse relationnelle. Donc même le point de vue relationnel ne permet pas d'échapper à cette difficulté. Alors, venons-en maintenant à l'évaluation. Il n'y a pas tant de problème que ça, en définitive. Du point de vue du formalisme, il n'y a pas de problème. La théorie respecte le formalisme de la mécanique quantique. Pas de modification du formalisme. Aucun souci. Du point de vue des limites, il n'y en a pas. Ce système s'applique à des systèmes purement quantiques. Tout est vu d'un point de vue quantique. Ça peut s'appliquer aussi bien à des électrons qu'à des stylos, à des humains, ou même à l'univers tout entier. Donc, il n'y a aucune limite à cette interprétation. Le point de vue anthropique est parfait aussi, parce que tout est basé sur un principe d'interprétation théorique qui ne nécessite pas un humain ou un système classique pour être enregistré, une information qui s'applique autant au niveau quantique qu'au niveau classique, et les observateurs n'ont pas besoin d'être des humains ou des systèmes classiques. Donc, point de vue anthropique, il n'y a pas de problème. Du point de vue des bases du point de vue du rasoir d'Occam, là, on introduit deux choses. D'abord, même si ce n'est pas dit explicitement dans l'interprétation de Rovelli en particulier, il y a bien une réduction. Donc, il y a bien ce postulat de réduction qui est ajouté. De plus, on ajoute un critère de consistance. Il est peut-être indispensable, mais il est bel et bien ajouté. Ensuite, on a le problème des bases privilégiées que nous venons de décrire. On est obligé de choisir des bases privilégiées pour décrire les événements quantiques. Du point de vue explicatif, ni l'aspect probabiliste, les probabilités, ni l'aspect aléatoire ou la réduction ne sont expliqués. Il n'y a aucune explication du fait que O obtient ça plutôt que ça. Ensuite, d'un point de vue pédagogique, l'interprétation nécessite une connaissance approfondie de la mécanique quantique. On ne peut pas comprendre cette interprétation sans comprendre la mécanique quantique. Donc elle ne peut pas être utilisée comme outil d'interprétatif de base pour commencer à apprendre la mécanique quantique. Problème que nous avons souvent rencontré avec plusieurs interprétations. Ce n'est vraiment que les plus simples qui le permettent. Concernant des défauts de la théorie, à part ceux que nous venons de citer, il n'y en a pas d'autres. L'interprétation pour ça est relativement solide, plutôt solide. Donc on a un score de 5 pour cette interprétation.
Voilà, nous avons fait le tour de toutes les interprétations. Le prochain but, ça va être de faire la synthèse. La synthèse, le but va être de faire des choix. Qu'est-ce qu'on adapte comme interprétation? Une ou plusieurs? Est-ce qu'on les mélange? Est-ce qu'on apporte d'autres solutions? Et justement, plusieurs problèmes ont été relevés à chaque fois, pour chaque interprétation. Quelle solution pourrait-on bien trouver à ces différents problèmes pour essayer de se rapprocher au mieux, le plus près possible, des critères que nous avons posés? Donc ça, nous entamerons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.